Alors, aujourd'hui, on va entamer le dernier objectif du module Switched Network. Donc, le chapitre, c'est First Hop Redundancy Protocol. Donc, toujours dans le phénomène ou dans la solution de la redondance. Donc, cette solution, elle assure principalement la haute disponibilité de notre réseau et elle assure ce qu'on appelle la continuité de service. Donc, ce sont des conséquences assez importantes pour notre réseau. D'accord? Donc, on a dit que cette redondance-là, elle va être appliquée sur des équipements critiques au niveau de notre architecture. Par exemple, tels que les routeurs ou bien les liaisons, les switches. Donc, comme on a vu la dernière fois au niveau du Ether Channel, la redondance, elle était appliquée sur les liaisons. Aujourd'hui, on va voir le First Hop Redundancy Protocols qui va appliquer la solution de la redondance plutôt sur des équipements niveau 3, les routeurs et les switches niveau 3. Donc, si vous vous rappelez, l'architecture à 3 couches, elle est faite à la couche accès, la couche distribution et la couche cœur de réseau, d'accord? Donc, présentée lors de la première séance. Donc, ces technologies-là, ils s'articulent, ils s'intéressent plutôt à la troisième couche, et la couche cœur du réseau, sur laquelle on va trouver les équipements de haute performance, puisqu'on va être lié vers d'autres réseaux lointains, que ce soit de FAI ou à d'autres entreprises. Donc, c'est pour ça on insiste sur ces technologies qui sont basées sur la redondance. D'accord? Donc, on va parler aujourd'hui par rapport à une problématique. Donc, on va présenter ce schéma-là. Donc, voilà. Donc, nous avons ce PC-là qui est connecté à un réseau LAN. D'accord? Et il a besoin à chaque fois d'envoyer des requêtes ou de communiquer avec ce serveur. D'accord? Donc, vous voyez, le PC1, il a des paquets à envoyer vers un serveur externe. D'accord? Donc, il appartient à un réseau 10.1.10.0/24, donc son réseau LAN, et il va contacter un autre serveur qui existe dans un autre réseau. D'accord? Son adresse, c'est 10.9.1.50. Donc, vu qu'il s'agit d'une liaison entre deux domaines de diffusion différents, donc là, on doit passer par quel équipement? Est-ce que le switch, il peut résoudre ceci? En parlant d'un routage entre deux domaines de diffusion, vous avez besoin de quel équipement? Exactement, nous avons besoin d'un routeur. D'accord? Donc, à chaque fois, on fait appel à la notion du routage. Le switch, il ne peut pas résoudre ceci. D'accord? Le switch niveau 2, bien évidemment. Donc là, on fait appel à un routeur ou à un switch niveau 3 pour pouvoir router nos paquets vers d'autres réseaux. Donc, le PC1, il va configurer son adresse IP, son masque, et pour arriver à joindre d'autres réseaux, il a besoin de configurer quoi? Pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres équipements qui existent dans d'autres réseaux. La machine, elle a besoin de quoi? C'est quoi la configuration nécessaire? Exactement, c'est la gateway. Donc, la gateway, elle a la passerelle. C'est quoi une gateway ou elle a une passerelle par défaut? C'est quoi la gateway ou elle a la passerelle par défaut qu'on doit configurer sur nos machines? La gateway, c'est en anglais. La passerelle par défaut, c'est en français. D'accord, donc c'est une adresse IP qui appartient à notre routeur. Ça va nous permettre de quoi? Donc le PC1, quand il va envoyer ses paquets IP, il va passer impérativement par ce point-là. D'accord? Donc ce point-là, c'est le point d'entrée, on peut dire aussi le point de sortie vers les autres réseaux. Donc c'est pour ça qu'il est nommé la passerelle par défaut ou le gateway. Donc c'est une information très importante si vous avez des équipements finaux qui ont besoin d'atteindre d'autres réseaux.
Sans cette information-là, on ne peut pas y arriver à joindre d'autres réseaux. Donc maintenant, sur cette machine-là, est-ce que j'ai le droit de configurer plus qu'une passerelle par défaut? Est-ce que nous avons la main de configurer plus qu'une passerelle par défaut? Normalement, oui. Comment, hein? Comment tu peux configurer deux passerelles par défaut pour votre machine, l'OI? Un instant T, comment tu peux configurer une autre passerelle pour votre machine? Donc, au niveau d'une configuration donnée, ça ne nous donne pas la main de configurer deux passerelles. D'accord? Donc, certainement, vous avez vu la configuration en mode statique. Il vous donne la main, par exemple, de faire un DNS primaire, adresse IP du DNS primaire, adresse IP du DNS secondaire. Oui ou non? Alors qu'avec la passerelle, tu ne peux configurer qu'une seule passerelle. D'accord? Donc, ici, le PC1, il a configuré cette adresse-là, 10.1.10.2, en tant que sa passerelle par défaut. D'accord? Donc, il va emprunter ce chemin-là pour arriver au serveur. Imaginez maintenant que ce routeur ou cette liaison-là, elle tombe en panne. Est-ce que le PC1, il arrive un jour à joindre le serveur suite à cette panne? Non. D'accord? Donc, tous les équipements finaux, ils vont être isolés. Alors que à l'œil nu, maintenant, quand on voit cette architecture, est-ce qu'il y en a un deuxième chemin? Physiquement, est-ce qu'il y en a un deuxième chemin? Oui, il y en a un, exactement le A. Il y en a un deuxième chemin qui est à travers ce deuxième routeur-là, le routeur R2. D'accord? Donc, pour que le PC1 il connaisse ce chemin-là, on doit faire quoi? Je dois accéder encore une fois sur le PC et changer l'information d'une manière statique. D'accord? Donc, pour résumer, donc, physiquement, il y a deux chemins. D'accord? Mais au niveau de la configuration, je ne peux configurer qu'une seule passerelle. D'accord? Donc, même s'il existe un deuxième chemin, il n'y a pas un basculement automatique. D'accord? Donc, la solution de la redondance ici au niveau des routeurs, elle n'est pas suffisante. On doit assurer un phénomène de basculement. Donc, une fois ce routeur-là, il tombe en panne, on doit pouvoir basculer automatiquement vers le deuxième chemin, sans une intervention statique. D'accord? Vous voyez la problématique? Voilà. Donc, c'est ça l'objectif de cette séance-là, c'est d'implémenter ce qu'on appelle les First Hop Redundancy Protocol. Donc, ces protocoles-là, ils vont nous aider en cas de failover, en cas de défaillance, d'assurer un basculement automatique sans l'intervention de l'administrateur. D'accord? Donc, ça va être pratiquement et théoriquement ce basculement-là. D'accord? Donc voilà, c'est l'objectif de ce slide-là. Nous sommes en train d'expliquer ici ce phénomène, d'accord? Donc la problématique. Donc voilà, pour résoudre ceci, on va se baser sur la solution de router redundancy. Donc la solution du router redundancy, réellement, elle va nous aider à éviter ce qu'on appelle le single point of failure. Mohamed Hedi, le routage statique. On ne parle pas de routage, là. La notion de routage, pour nous, elle n'est pas évoquée à ce stade-là. D'accord? On ne s'intéresse pas au routage. Le problème terne, il y a une défaillance au niveau de la passerelle. Le PC1, il n'arrive pas à joindre sa passerelle par défaut. On va créer un phénomène à travers les First Hop Redundancy Protocol qui va lui permettre de basculer automatiquement en cas de défaillance. C'est ça. D'accord? Je ne parle pas du routage ici. Ce n'est pas parmi nos objectifs. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai dit qu'on va déployer la solution du router redundancy, voilà ce qu'on appelle aussi first hop redundancy. Donc, dans l'objectif de faire quoi? C'est dans l'objectif d'éviter le single point of failure ou elle est le point de défaillance unique.
D'accord? Donc, tout à l'heure, il y avait le routeur R1 en tant qu'un point de défaillance unique, ou à ce qu'on appelle un single point of failure. Si ce routeur il tombe en panne, tous les équipements finaux dans notre réseau LAN, ils vont être isolés. Ils ne vont pas arriver à joindre d'autres réseaux sur Internet ou sur, bien évidemment, d'autres réseaux. Donc, ce phénomène du router redundancy, il se base sur quoi? Donc, on va voir un aspect général. Par la suite, on va le détailler. Donc, voilà, là, on a notre réseau LAN et on va créer ce qu'on appelle un groupe virtuel. Donc, ce groupe virtuel, réellement, il est composé de quoi? Il est composé d'un premier routeur qui est en état du forwarding. C'est-à-dire quoi en état de forwarding? C'est-à-dire que ce routeur, c'est le premier responsable de la transmission des paquets à partir du réseau LAN vers des réseaux externes. D'accord? Et un deuxième routeur qui est nommé un routeur stand-by ou un routeur en veille. Qu'est-ce qu'il fait ce routeur-là? Est-ce qu'il est en train de transmettre des paquets IP suivant le schéma actuel? Non. Donc, c'est un routeur qui est à l'écoute. Il est en train d'écouter quoi? Il est en train d'écouter si le routeur forwarding, il est en train de fonctionner correctement, oui ou non. D'accord? Donc ici, en quelque sorte, il y a des messages de synchronisation entre le forwarding router et le standby router. Ils sont nommés des paquets hello. D'accord? Donc ce sont des messages envoyés chaque 3 secondes. D'accord? Pour s'assurer si ce routeur-là, il est fonctionnel ou pas. D'accord? Donc, vous voyez ici le virtual router. Ce routeur virtuel, réellement, il représente le groupe. Donc, on dirait j'ai fusionné ces deux routeurs-là. Donc, vis-à-vis les machines du réseau LAN, ils ne sont pas conscients de ces deux routeurs-là. Pour eux, il n'y a qu'un seul routeur avec cette adresse. D'accord? Mais chez l'administrateur, ce routeur-là, il est virtuel. Il n'existe pas. C'est une abstraction ici. D'accord? Donc, le routeur virtuel, il est en train de masquer ces deux-là. Le standby et le forwarding route. Est-ce que c'est clair? Bien évidemment, le routeur virtuel, il aura une adresse IP qu'il va lui identifier et une adresse MAC. D'accord? Donc, tout dépend du protocole. Ils vont réserver les plages des adresses MAC, surtout propres par rapport au protocole utilisé. Et par rapport aux machines du réseau LAN, ils ne vont récupérer que l'adresse IP du routeur virtuel. Donc, cette adresse IP, elle est très importante par rapport aux machines du réseau LAN. Ils n'ont aucune idée sur ces deux routeurs-là. Donc, c'est l'aspect général de la solution First Hop Redundancy qui comporte plusieurs protocoles. Mais tous, ils se basent sur le même phénomène. Tous, ils sont là pour assurer une continuité de service et une tolérance à la panne. Donc, ce routeur-là, il peut être en panne. Donc, on peut basculer en toute transparence vers une autre solution. Donc, les étapes d'un failover, ou une failover, on veut dire une défaillance. Donc, suivant la configuration, ce routeur-là, c'est le routeur principal, c'est le routeur en état de forwarding. Donc, je vous ai dit que les deux, ils sont en train d'échanger des messages de synchronisation, ce qu'on appelle des paquets hello. Ils sont envoyés chaque 3 secondes. Donc, le routeur en stand-by, il attend 10 secondes. Les nommé le hold time. Le hold time, c'est le temps d'attente des paquets hello avant d'annoncer le routeur forwarding en état down. D'accord? Donc, il attend 10 secondes. S'il ne reçoit rien à partir du routeur forwarding, il est annoncé en tant qu'en panne. Donc, du coup, il prend la relève automatiquement pour acheminer les paquets des différentes machines du réseau LAN. D'accord? Donc, voilà. Donc, the standby router stops seeing hello message from the forwarding router. Donc, le hello message, ce sont des paquets de synchronisation entre ces deux-là.
Donc, il attend 10 secondes. S'il ne reçoit pas, là, il va le annoncer en tant que routeur en panne et il prend le rôle forwarding d'une manière automatique, sans aucune intervention chez les machines. Donc, les machines LAN, pour eux, c'est très transparent. D'accord? Ils n'ont aucune modification. D'accord? Justement, il y a toujours un problème avec le virtual router. J'ai dit que le virtual router, c'est une abstraction. D'accord? Donc, c'est un routeur réellement virtuel. Il n'existe pas physiquement. D'accord? Il est en train de masquer deux routeurs. Donc, derrière ce virtual router, il y a celui-là et celui-là. D'accord? Donc, pour nous, en tant que des machines sur le réseau LAN, on voit ce routeur-là, le routeur virtuel, on le voit à travers son adresse IP. D'accord? Mais réellement, sur le plan réel, il est en train de masquer ces deux-là. Physiquement, il existe. Essayez de reformuler votre question, Heidi, j'ai pas compris. Voilà, donc ce sont les étapes du router failover. D'accord? Donc, on va voir un ensemble de protocoles. D'accord? On s'intéresse uniquement à un seul, et c'est le protocole HSRP. Donc, HSRP pour dire Hot Standby Router Protocol, c'est un protocole qui est propriétaire Cisco. Il existe en deux versions, la version V4 et la version V6. D'accord? Toutes les deux, ils ont la même fonctionnalité. Donc, on va créer un groupe HSRP auquel on va trouver un routeur actif qui est censé de router les informations des utilisateurs du réseau LAN. Et le routeur standby, c'est un routeur qui est en veille. Donc, il attend, il est en train de superviser l'activité de ce routeur-là. Au cas où ce routeur il tombe en panne, il prend automatiquement la relève. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est quoi le phénomène? D'accord? Donc, il peut être supervisé à travers cette commande. Et c'est le show standby. Il y a aussi le Virtual Router Redundancy Protocol en version 2 pour le V4 et en version 3 pour le V6. D'accord? Il y a aussi le Gateway Load Balancing Protocol, JLPP, en V4 et en V6 pour l'équilibrage de charge entre les différents routeurs. Donc, ces trois protocoles qui sont présentés, tous, ils sont de même classe. First Hop Redundancy Protocol pour corriger le problème ou le limite de la passerelle par défaut. On s'intéresse uniquement à ce protocole-là, le premier protocole. Les autres, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des exemples. Donc voilà, là, c'est l'architecture en implémentant le protocole HSRP. Donc, comme vous voyez, il y a un premier routeur, le routeur R1 et le routeur R2. Un, il va jouer le rôle d'un routeur actif et l'autre, il va jouer le rôle d'un routeur standby. D'accord? Suivant un choix bien déterminé. On va le voir par la suite comment il prend le choix. Et au milieu, ici, il y a ce qu'on appelle le virtual router. Donc, je répète encore une fois, le virtual router, il n'existe pas physiquement. Il existe virtuellement. C'est une couche d'abstraction. D'accord? Donc, comme vous voyez, il n'est pas câblé déjà. Il n'y a aucun câble qui le relie. D'accord? Donc, ce virtual router, réellement, il est en train de masquer R2 et R1. On dirait R2 et R1 fusionnés au niveau de ce virtual router. Sauf que ce virtual router, il est identifié par une adresse IP et par une adresse MAC. D'accord? Donc, l'adresse IP, l'administrateur, il peut la choisir, mais les adresses MAC, en général, ils sont fixés par les protocoles. On va voir par la suite que le protocole HSRP, il fixe une plage pour les adresses MAC. D'accord? C'est clair pour le moment? D'accord. Donc ici, nous sommes en train de lister les versions de ce protocole-là, puisqu'on s'intéresse à ce protocole. Donc, il y a la version 1 et la version 2. Donc, côté fonctionnement, il n'y a pas une différence. C'est juste côté des adresses, des plages, ainsi de suite. Donc, par rapport au HSRP V1, la plage de group numbers qu'on peut créer, c'est de 0 à 255.
Le V2, c'est de 0 à 4095. Donc, comme au niveau du Ether Channel, nous avons fait Channel Group 1. Donc, ce ID-là, d'accord? Donc, ici, avec le HSRP aussi, il y a un ID. On va le voir par la suite au niveau du TP. Maintenant, on va s'intéresser à cette version, hein, la version 2 qui nous intéresse. Donc, l'adresse multicast pour le V1, c'est 224.0.0.2. Pour le V2, c'est 224.0.0.102. Si je suis en train d'utiliser le V6, ça sera FF02 2.2.6. À votre avis, pourquoi nous sommes en train d'utiliser cette adresse multicast? En quel cas on va l'utiliser? Multicasting. C'est-à-dire quoi multicasting? Multicast. Elle n'est pas nommée multicasting, d'accord? C'est multicast. La classe D, c'est une classe qui est dédiée pour les adresses en multicast ou elle a les communications en multicast, d'accord? Donc, c'est d'ordre général. Mais ma question, j'ai dit, pourquoi le HSRP, il va utiliser cette adresse en multicast? Dans quel cas il va l'utiliser? Donc, c'est pour envoyer les paquets hello. Donc, l'échange entre R1 et R2, il va être envoyé via cette adresse. D'accord? Donc, c'est l'échange des paquets hello qui est envoyé chaque 3 secondes. Par rapport à l'adresse MAC, donc, comme j'ai dit, le routeur virtuel, il a besoin d'une adresse MAC. Donc, voilà les plages pour le V1 et pour le V2 en version V4 et en version V6. Par rapport à la sécurité, donc V1, il ne supporte pas l'authentification en MD5. Le V2, il assure l'authentification sécurisée en MD5. D'accord? Donc, c'est à propos les versions. Maintenant, comment on peut donner le rôle HSRP actif, donc le routeur actif et le routeur stand-by? Cette élection-là, comment elle va se passer? Ben, par défaut, donc, elle se base sur deux choses. La première chose, c'est la priorité. D'accord? Donc, on va donner une priorité aux interfaces. Donc, voilà le schéma. Donc, ici, vous avez R1 et R2. Quel routeur il va être actif et quel routeur il va être en stand-by? Donc, ceci, il se base sur une élection. D'accord? Donc, le premier critère de l'élection, c'est la priorité. D'accord? Donc, c'est une valeur entre 0 et 255. Par défaut, c'est 100. Donc, si vous avez les interfaces tous avec une priorité de 100, là, je dois sélectionner un autre paramètre. Ça va être quoi le paramètre? C'est l'adresse IP. Donc, le routeur actif, il va être le routeur ayant l'adresse IP la plus élevée. Donc, on suppose l'année que cette interface, par exemple, voilà. Donc, le HSRP, il s'applique sur les routeurs. Donc, on a dit que la priorité des interfaces, elle est égale à 100. C'est la valeur par défaut. Donc, je ne peux pas trancher. Donc, je dois passer à un autre paramètre. Le paramètre, ça va être l'adresse IP la plus élevée. Donc, pour R1, c'est quoi l'adresse IP la plus élevée? 10 ou bien le 172? C'est le 172. Pour le R2, de même, c'est le 172. Donc, 172.16.10.2, pour R1, ça va être son ID, son identifiant. Pour R2, de même, 172.16.10.3, ça va être son identifiant, son ID. Maintenant, le routeur qui va être
le routeur forwarding ou le routeur actif, c'est le routeur ayant l'ID le plus élevé ou l'adresse IP la plus élevée. Donc ici, suivant cette étude de cas, c'est quoi le routeur ayant l'adresse IP la plus élevée? R1 ou bien R2? Exactement, c'est le R2. Donc dans ce cas-là, le routeur R2, il va être élu en tant que routeur actif et R1 en tant que routeur en veille ou à la stand-by. Est-ce que c'est clair l'élection? Donc ici, vu que la priorité des interfaces, elle est par défaut. Elle dispose d'une valeur par défaut, et c'est 100. D'accord? Maintenant, si j'ai besoin d'influencer, je change le paramètre de la priorité. D'accord? Si j'ai besoin de changer, je veux que R1 soit le routeur actif. Donc, dans ce cas-là, je change la priorité. D'accord? Donc, comme j'ai dit, c'est une valeur entre 0 et 255. La valeur actif, la valeur par défaut, c'est 100. Donc, si j'ai besoin d'influencer, je dois augmenter au niveau de la valeur de la priorité. Donc, le routeur ayant la priorité la plus élevée, il va être élu en tant que routeur actif. La priorité, elle s'applique sur les interfaces, bien évidemment. D'accord? Et en général, on sélectionne les interfaces reliées au réseau LAN. D'accord? Ces deux interfaces-là. L'adresse c'est 172. Est-ce que c'est clair le phénomène de élection? Ben, donc, on arrive maintenant au HSRP Preemption. Donc, c'est quoi le HSRP Preemption? C'est tout simplement, une fois votre topologie, elle a sélectionné le routeur actif et le routeur passif. Donc, au cas où tu changes la priorité, elle ne va pas être mise en considération. D'accord? Vu qu'on a un état de stabilité. Il n'y a pas un routeur qui est en panne. D'accord? Donc, même si tu changes la priorité pour influencer, ça ne va pas être prise en considération. Donc, pour qu'elle soit prise en considération, on doit exécuter cette commande, standby prompt. C'est pour forcer l'élection. D'accord? Donc, R2, le routeur actif, et là, je veux que R1 soit le routeur actif. Donc, j'ai changé sa priorité et par la suite, j'exécute impérativement cette commande, standby prompt. C'est pour forcer le choix. D'accord? Donc, pour qu'il fait l'élection encore une fois. Est-ce que c'est clair? Le preemption, elle est très importante. D'accord? Donc, on a les différentes commandes qu'on peut utiliser ou exécuter. D'accord? Donc, je vais l'expliquer par la suite. Donc, standby version, standby IP address, c'est l'adresse IP du routeur virtuel. Standby group number, et on précise la priorité. Standby group number et le prompt, c'est pour forcer l'élection. Donc, c'est les commandes qu'on va utiliser à chaque fois. Donc, voilà, on a un exemple donc, sur R1 et sur R2. Donc, j'ai accédé à l'interface Gigabit 01 du routeur R1. C'est à ce niveau-là qu'on veut appliquer le HSRP. Donc, je précise l'adresse IP de l'interface. Standby version 2, c'est la version qu'on veut activer. Standby IP 172 16.10.1. Donc, c'est l'adresse IP du virtual router. Donc, voilà, 172.16.10.1, c'est l'adresse IP du routeur virtuel. Standby 1 priority, c'est 150. Là, je fais l'influence ou elle a l'élection par priorité. Et par la suite, je fais standby 1 prompt, c'est pour forcer le choix sur le R1. Sur le routeur R2, il suffit d'activer l'interface, activer le standby version 2 et préciser uniquement l'adresse IP du routeur virtuel. D'accord? La priorité, elle ne va pas être changée, elle va être la valeur par défaut, elle est 100. On ne va pas la changer. Donc, c'est un exemple de configuration du protocole HSRP. C'est clair?
Les commandes les plus importantes pour interpréter réellement si votre configuration elle est correcte ou pas, c'est à travers Show Standby et Show Standby Brief. Donc, Show Standby, c'est une commande détaillée. D'accord? Donc, sur R1, Show Standby, il illustre l'interface sur laquelle nous avons activé le HSRP, c'est le gigabit 01, la version de la HSRP et le groupe. Le groupe ID, c'est 1. D'accord? Donc, si vous vous rappelez, hatina standby 1. Le 1, c'est le groupe ID. D'accord? Donc, ديما نستعملوا 1 نحن في TP بتاعنا. Donc, il nous donne l'état. يقول لنا state is active. Le routeur R1, c'est un routeur avec le rôle actif. D'accord? Virtual IP address, il nous donne l'adresse IP virtuelle. L'adresse MAC virtuelle aussi. Donc, l'adresse MAC, elle est fixée par le protocole HSRP v2. Hello time, 3 secondes. Ce sont les paquets hello échangés entre le routeur actif et le routeur standby. Donc, chaque 3 secondes. Et le hold time, c'est le 10 secondes. C'est-à-dire quoi le hold time? C'est le temps qu'on doit attendre avant de déclarer le routeur actif en tant que routeur down. D'accord? Preemption is enabled, c'est le fait de forcer le phénomène d'élection, c'est activé. Active router is local, donc il insiste, c'est que le routeur actif, c'est le routeur en local, c'est le routeur R1. Standby router, il nous donne l'adresse IP de notre routeur en veille avec sa priorité. D'accord? Les priority 150 configurée, c'est celle du routeur R1. D'accord? Maintenant, pour le deuxième routeur, notre routeur standby, c'est la même commande sur R2, show standby, on illustre l'interface. State is standby, donc son état c'est en veille. Il illustre l'adresse IP du groupe virtuel, l'adresse MAC, c'est la même adresse que celle du routeur R1. Le hello time, hold time, le preemption is disabled. Il n'y a pas un phénomène d'élection, donc le prompt, il n'était pas actif, il est actif uniquement sur le R1. D'accord? Standby router is local, donc le rôle du standby, c'est sur ce routeur en local, le routeur R2. La valeur de la priorité, c'est 100, c'est la valeur par défaut. C'est bon, c'est clair? Voilà, vous devez être capable à interpréter ces captures. C'est très important. D'accord? Il y a une deuxième commande, et je considère celle-là, elle est beaucoup plus claire. Donc, show standby brief. Et il vous affiche un tableau. D'accord? Donc, les informations qu'on a vues détaillées, maintenant, ils sont présentées sous la format d'un tableau. Donc, c'est beaucoup plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ce tableau-là? Donc, vous avez sur R1 un tableau qui comporte l'interface sur laquelle on a appliqué le HSRP, le groupe ID, c'est 1, la valeur de la priorité qu'on a configurée, il est 150, le P, il est le prompt, il était actif, donc on a le P activé, state, c'est actif, ce qui est le routeur actif, c'est le routeur en local, le standby, c'est l'adresse du routeur en standby et à la fin, on a l'adresse IP de virtual router. D'accord? Le routeur R2, l'interface, le groupe, la priorité, P et les vides, le prompt, il n'était pas activé, il est disabled. D'accord? State, c'est standby, donc ce routeur, c'est un routeur en veille, c'est un routeur standby. L'adresse IP du routeur actif, local ici et l'adresse IP du virtual IP. Elle doit être la même entre les deux. Faites attention. Sinon, on ne parle pas de synchronisation. Donc, il faut faire attention au niveau de la configuration. Ce sont des commandes de débugage qu'on peut utiliser pour voir l'échange des paquets. D'accord? Donc, dans lequel les deux routeurs ils sont en train de négocier pour avoir le rôle actif ou le rôle passif. D'accord? Donc voilà, c'est l'objectif de cours. Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc je vais vous montrer le TP que vous allez réaliser.
Donc, il s'articule à propos la même chose. Donc, je vais vous donner cette maquette-là. Je vous rappelle que vous avez normalement reçu un mail par rapport à la version du Packet Tracer. Donc, s'il vous plaît, faites attention et respectez ce mail-là. D'accord? Installez la dernière version pour l'examen. Donc, voilà, vous aurez cette architecture-là. Donc, je vais vous donner une maquette auquel les interfaces ne sont pas configurées. Donc, vous allez commencer par ce tableau d'adressage. D'accord? Donc, vous allez configurer les adresses IP des routeurs. Celle-là du loopback, elle est déjà configurée. Vous n'avez pas besoin de la configurer. Les autres, le switch S1 et S3, vous devez configurer les interfaces SVI, VLAN 1, leur passerelle par défaut. Ces informations, ils sont importantes à configurer. Et les machines avec leur adresse IP, masque et passerelle. Donc, c'est la première phase. Vous avez une partie de configuration de base. Vous pouvez le faire. Ça sera une révision pour vous. Et par la suite, il y a l'étape 7, configurer le routage. Donc, cette partie-là, en fait, elle est déjà configurée. Vous n'avez pas besoin de le faire. D'accord? Étape 7, à ne pas faire. Donc, vous passez directement à l'étape 8. Ici, au niveau de cette étape-là, vous êtes invité à tester, à faire des tests de connectivité, ping, après l'adressage. Donc, logiquement, si votre adressage il est correct, les requêtes ping, ils doivent être tous aboutis. D'accord? Donc, normalement, c'est oui pour toutes les configurations. D'accord? Donc, bien évidemment, c'est après la configuration de l'adressage. Par la suite, vous avez la partie 2, configuration du HSRP. Donc, on va commencer par un petit test, à travers la commande tracecert. Donc, tracecert, c'est une commande qui va vous permettre de tracer le chemin. Donc, tracecert 209, 165, 200.225. C'est quoi cette adresse IP? Je reviens vers le schéma. C'est l'adresse IP loopback. Vous voyez cette interface chez le routeur R2. Donc, c'est une interface virtuelle. D'accord? Donc, elle est là, c'est juste pour simuler un réseau distant. Donc, on dirait, on a un réseau distant, comme le serveur de tout à l'heure au niveau du cours. D'accord? Donc, on va tracer le chemin du PCA vers cette interface. Donc, à votre avis, quels sont les nœuds sur lesquels il va passer? Si je vais faire un tracecert du PCA vers cette interface, voilà, vers cette adresse IP. Combien de nœuds il y a pour arriver à cette interface? 3. Quels sont ces 3-là? Ne me donnez pas des chiffres, s'il vous plaît. Donnez-moi le chemin. Très bien, Racine, c'est R1 et R3. Faites attention, le switch n'est pas comptabilisé au niveau de ce tracecert. Donc, le tracecert, il va illustrer les sauts qu'on va traverser pour arriver à notre destination. D'accord? Donc, voilà, il y a 2 sauts pour arriver à notre destination. 192, 168, 1.1, c'est l'adresse de l'interface gigabit 01, c'est la passerelle de notre PC. Et par la suite, c'est le routeur R2, l'adresse qu'on veut atteindre. D'accord? Donc voilà. Il va illustrer les différents hops, voilà, les différents nœuds à traverser. Donc l'année, il va vous expliquer les différents détails. Vous devez répéter la même chose pour la deuxième machine. Par la suite, vous allez lancer ping-t. Donc l'année ping classique, elle lance uniquement 4 paquets. D'accord? Donc ping-t, c'est à l'infini. D'accord? Donc pourquoi on le fait à l'infini? Car par la suite, on va éliminer un de ces câbles-là. Donc tu vas faire ping-t sur le PCA et par la suite, tu es invité à supprimer ce câble-là. Et on va voir c'est quoi la conséquence. Est-ce que le PCA, il arrive quand même à joindre ce serveur, voilà, cette interface, oui ou non? D'accord? Donc, c'est une interprétation d'année. Vous allez répéter la même chose pour le PCC. D'accord? C'est pour voir réellement l'utilité du HSRP. D'accord? Donc, l'année, à la fin,
il ne faut pas oublier de reconnecter les câbles, hein. Une fois que vous faites le test, il faut reconnecter les câbles pour avoir la connectivité. Là, c'est la configuration du HSRP. Les commandes, ils sont déjà expliquées, d'accord? Là, ce sont des commandes d'affichage. Comme des interprétations, il suffit juste de suivre les questions. Et à la fin, il va vous demander de changer ou influencer la priorité HSRP. Donc, préalablement, c'était R1, le routeur actif, et R3, c'était le routeur en stand-by. Là, il vous demande de modifier la priorité. Sur le routeur R3, la priorité, elle doit être à 200. Et vous devez observer s'il y en a un changement. D'accord? Par la suite, il vous demande exécuter la commande pour passer le rotor actif sur R3 sans modifier la priorité. Là, on comprend que suite à cette commande, R3 n'était pas élu. Alors déjà, on a une stabilité au niveau du choix, quoi, à l'aide de l'élection. Donc, pour forcer, qu'est-ce qu'on fait? Pour forcer le choix, suivant ce qu'on a vu dans le cours. Comment je peux forcer le choix? C'est quoi la commande qui nous permet de forcer le choix de l'élection? Exactement, c'est le stand-by prompt. D'accord? Donc, prompt, elle va vous permettre de refaire l'élection. Elle a relancé le processus de l'élection. Donc, cette commande, elle est très importante. D'accord? Voilà. Et là, l'objectif du TP, comme tout le détail. D'accord? Donc, je vais partager avec vous la maquette. Donc, il suffit de compléter l'adressage, commencer par l'adressage et suivre les consignes du TP. D'accord? C'est bon, c'est clair par rapport au à HSRP?